Alors, Cédric m'a proposé de faire un parcours un petit peu chronologique au travers duquel je vous montrerai comment j'ai appelé ça I did it my way comme un refrain célèbre. Je trouvais ça assez drôle, mais en réalité, il s'agit donc vraiment de mon parcours avec un peu ses erreurs, ses succès, et donc vous tirerez comment dire, une conclusion de de ce que je vais vous montrer. C'est un parcours qui est long, parce que là, vous voyez que la première date est 1995, donc vous, ça vous renvoie à vraiment une autre époque. Euh, il se fait que le moment charnière pour moi important a été l'année 1998, année durant laquelle j'ai trouvé vraiment ce que je voulais faire. Mais avant, j'ai beaucoup galéré. Donc j'étais étudiant comme vous, et je me posais beaucoup de questions, j'avais beaucoup de mal. C'est ce que j'ai écrit dans la petite notice, peut-être que vous avez lu, qui vous avait été envoyée peut-être pour la conférence de ce soir, dans laquelle je dis au fond la même chose, c'est-à-dire que les parcours peuvent être parfois un petit peu difficiles. Et voilà, donc là on voit, il y a différentes vues d'ateliers. J'ai commencé vraiment par de la production d'objets, souvent en couleur, en travaillant toutes sortes de matériaux comme le métal, comme le bois, plein de les mousses, polyuréthane, la résine. J'étais aux Beaux-Arts de Paris en fait en matériaux nouveaux. C'était un atelier qui était monté à l'époque, je me souviens plus le nom du prof, mais j'avais été habitué à travailler le moule, enfin plein de choses, les matériaux un petit peu étranges, un petit peu synthétiques, etc. Et donc, je cherchais, j'étais dans mon atelier, je me posais beaucoup de questions, mais ça ne venait pas vraiment. Et ce que j'ai trouvé en réalité pour, disons, me rassurer dans ma production, c'était de me dire que ces objets n'étaient jamais finis définitivement. Je les reprenais sans cesse. C'est ma façon, disons, à ce moment-là, de me confronter à la question de l'exposition qui me posait beaucoup de problèmes. À chaque fois que j'exposais, je me disais, mais non, mais c'est pas fini, c'est pas assez bien, c'est pas. Et donc, le fait de ne jamais finir les objets que je proposais était un petit peu, disons, un coup fourré qui me permettait de les représenter régulièrement. Alors, évidemment, je ne les vendais pas comme ils étaient toujours en cours. Mais disons que pendant 3 ou 4 ans, j'ai reproposé les mêmes objets en divers lieux transformés. Et j'étais assez content de cette idée. Et j'ai trouvé Buren, Daniel Buren n'est pas un artiste que j'aime particulièrement, mais un texte des années 80 de Daniel Buren m'avait frappé sur la question de l'atelier. Et il se posait à ce moment-là la question de savoir pourquoi dans un atelier c'est souvent mieux qu'en exposition. Donc j'ai un peu suivi cette idée. C'est vrai que c'est beau quand ça reste inachevé, quand c'est maintenu dans un état d'inachèvement. En 98, Ikea, c'est-à-dire je pars de l'idée d'Ingvar Kamprad, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le créateur de l'Ikea sans H, qui implique comment dire, la personne qui achète une pièce de mobilier dans le processus de fabrication du mobilier. Et je me suis dit que finalement, c'est peut-être ce qui manquait à mon travail à ce moment-là, c'est l'autre, autrui. Et j'ai pensé comment introduire finalement des personnes que je vais rencontrer au travers d'expositions. Et j'ai repris finalement le principe de Ingvar Kamprad en me disant, ben, je vais proposer des œuvres, donc comme je l'ai dit, inachevées, mais qui seront quelque part finalisées par les autres. Et c'est là où j'ai donc posé une nouvelle notion qui était, c'est un concept que j'ai intitulé de cette façon, vient m'aider à réaliser le contenu de mon exposition. Et je me suis présenté donc dans plusieurs villes, donc il y a eu Hambourg, Besançon, Marseille, Paris, sans contenu, donc avec un vernissage totalement vide. Et à l'occasion de ce vernissage, on essayait de faire venir beaucoup de gens, il y avait un travail de communication derrière qui était assez important. Je disais, ben voilà, je me sens plus capable de vous proposer une exposition, donc venez m'aider à réaliser le contenu de mon exposition. Et l'idée, c'était l'atelier donc devenait, enfin l'exposition devenait un atelier complètement vivant avec des gens qui passaient tous les jours et on travaillait jour et nuit, souvent la nuit aussi, pendant parfois des mois. Besançon avait duré, je crois, entre 2 et 3 mois. J'avais été en Bretagne aussi, ça avait duré, je crois, 3 mois. À Paris, ça avait duré 2 mois. Donc, on était vraiment sur un temps de travail long
très approfondie avec des rencontres toujours nouvelles. Et vraiment, les gens que j'ai rencontrés m'ont apporté quelque chose parce que c'est ce qui me manquait au fond. Ça a été un petit peu ce qui m'a motivé par la suite, même, je dirais qu'à ce moment-là, j'étais presque arrivé à peut-être une espèce de fin de ma pratique. J'étais arrivé au bout de quelque chose et ce sont les autres qui m'ont aidé à aller plus loin. Le problème que ça posait, c'était un déploiement de matière phénoménal. C'est-à-dire que quand je travaillais 2 à 3 mois dans un lieu d'exposition qui pouvait être 4 fois comme cette salle, je finissais avec 150 objets, je ne sais pas combien de dessins, de trucs, des performances qui avaient été faites, des choses de son. On voit d'ailleurs quelqu'un qui était venu avec tout un matériel de son. Tout ça accumulait en fait des tonnes et des tonnes de matériaux, d'idées, de textes qu'on m'envoyait. Et à un moment, je ne savais plus comment, je reviens en arrière, je ne savais plus comment conserver tout ça. Et c'est devenu un problème, puisque j'étais dépositaire au travers de ces personnes d'un fonds de choses qui avaient été créées collaborativement. Et je me disais, mais comment, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Donc, quand j'étais l'exposition de Besançon, j'avais pris contact avec le FRAC à ce moment-là et je lui avais proposé de récupérer c'était Célesta, s'appelait ce FRAC. Je lui ai proposé de récupérer tout mon stock d'objets qui était vraiment considérable. Hein. C'est-à-dire que c'était stocké dans 2 caves, tout ça emballé avec les noms des gens pour pas que j'oublie qui avait fait quoi, etc. Ça ne s'est jamais vendu. Et il s'est donc passé quelque chose d'horrible. Il y a eu un moment où je n'ai pas pu garder ce stock. C'était en 2001. C'était le final, au fond, de ce travail Viens m'aider à réaliser le contenu de mon exposition. On était en 2001. Et il a fallu que je me sépare de la plupart de toutes les choses qui avaient été produites en fait entre 98 et 2001, on va dire 2002, donc pendant 4 ans, de façon intense. Donc il y a eu une très grosse destruction du stock qui avait été créé. C'était très malheureux, mais je n'avais pas d'autres moyens. Je n'avais pas l'argent en fait pour remiser tous ces objets. Et ça m'a traumatisé, littéralement, parce que, alors d'abord, il y a eu un truc assez marrant dans ce final, c'est que les gens sont venus récupérer des matériaux, parce qu'il y avait une idée un peu de recyclage comme ça. Et donc j'ai vu des gens déconstruire des choses qui avaient été construites pour récupérer du bois, du métal, des résines, même des vis, des choses comme ça. Donc il y a eu presque un moment je dirais, de film de zombies où les gens sont arrivés et tout le monde a tout dépioté dans une salle aussi grande que celle-ci. Les gens ont démonté les objets. Tout s'est finalement perdu dans un marasme absolument épouvantable. Et je me suis dit que je ne voulais pas que ça se reproduise. Donc, qu'est-ce que je gardais de cette expérience? Énormément d'idées qui avaient été engrangées de façon ultra intéressante collaborativement. Et c'est là où le langage m'est apparu comme vraiment une possibilité de, je dirais, mémoriser toutes les expériences qui s'étaient accumulées durant ces 4 ans. Et c'est là où j'ai repensé à un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Georges Brecht et qui avait créé à la fin des années 50, je crois en 58 ou 59, une boîte qui s'appelle Wateryam. Et Wateryam est une boîte qui contient des cartes et sur chaque carte est inscrite une idée d'œuvre à réaliser. Et c'est venu comme une lumière à ce moment-là. Je me suis dit, voilà, il faut que je fasse la même chose parce que je veux continuer à produire des choses de cette façon-là. J'ai aussi tout un capital d'idées qui ont été générées durant les ateliers. Et c'est grâce au langage, grâce au manuel, grâce à la transcription de tout ce qui avait été créé, que je vais passer à une forme légère d'œuvre, très légère, donc via le langage. On aura la mémoire de ce qui a été fait durant les ateliers, puisque je transcrivais, j'écrivais en fait, je racontais un petit peu tout ce qui avait été produit, mais aussi le manuel servira à recommencer, à finalement, on va dire, réenacter, réactiver les mêmes idées pour les voir surgir de façon différente et créer comme ça des variations. Ça deviendra très clair quand vous verrez ensuite comment ça se met en place. Donc à ce moment-là, on est en 2004. Il n'y a plus d'objets, c'est terminé. Donc là, je suis passé vraiment au langage et mon travail d'artiste est devenu une activité réellement d'envoi, de rencontre avec des gens via les mots, via des choses qui se font de façon provisoire sur des lieux.
Donc vous voyez, on était finalement dans une production, on va dire, beaucoup plus classique et dans un héritage un petit peu de la sculpture du XXe siècle, etc. Et là, on passe vraiment dans autre chose, avec aussi la question des contrats, donc toute la partie contractuelle qui va prendre aussi beaucoup d'importance dans ce travail. Une autre façon de sauvegarder, c'était, là on est je crois en 2002, c'était le digital. Donc il y a aussi ce passage à l'ère numérique. C'est vrai que le tournant 2000 est très important de ce point de vue et je vais faire aussi beaucoup de travaux de sauvegarde via des supports numériques comme le DVD, le CD, le CD-ROM. Ici, c'est un disque qui avait été financé par exemple par la DRAC Île-de-France et qui m'a permis de faire une espèce d'archive des ateliers que j'avais pu mener à partir de 1998. Donc ces fameuses 4 années dont je vous parlais. Et ça finit finalement donc par un projet que je dis prestataire de service, où finalement toutes les œuvres emmagasinées, repensées au travers du langage, deviennent ce que j'appelle des services. C'est un mot qui est un petit peu difficile parce qu'en général, quand on sollicite quelqu'un pour un service, c'est qu'on a besoin de se faire quelque chose. Moi, c'est plutôt le contraire, c'est que le service, vous le verrez, détruit, retire, blesse, gêne. Bon. Mais c'est, disons, ce qui m'avait intéressé dans cette notion de service, c'était le fait que je trouvais que la société en tant que telle était plus avancée que le monde de l'art, c'est-à-dire avait déjà fait tout ce travail de dématérialisation qui n'est pas forcément d'ailleurs recommandable, parce que la dématérialisation, ça peut être quelque chose d'horrible aussi. En fait, le matériel va plus loin, recule, passe dans d'autres continents, etc. Mais tout ça pour dire que ce qui m'intéressait, c'est de voir ce retard du monde de l'art vis-à-vis de la société, qui était encore dans des affaires de fiac et de propositions, d'expositions d'objets d'art, etc. Tandis que la société qu'on connaît allait beaucoup plus vite et était déjà dans de la prestation de services. Et je me suis dit que je voulais m'accrocher à ce wagon, donc avec un peu ma folie et ma fantaisie. Et je vous parlais tout à l'heure d'Ingvar Kamprad, et c'est vrai que son modèle m'avait intéressé. C'est quelqu'un de détestable, mais je me suis dit, à partir de ça, je vais faire quelque chose, je vais créer cette société, pourrait-on dire, IKEA Service. À partir de là, on va dire, on est en à peu près 2006, je me fixe donc un code de conduite. Parce qu'on est dans une époque où tout est possible, on peut tout faire en fait. On peut faire un jour de la peinture, un jour de la photo, un jour une performance, un jour un happening, un jour rien du tout, etc. Et pour moi, cette liberté était problématique. Je le ressentais déjà quand j'étais aux Beaux-Arts de Paris, c'était que j'ai abandonné d'ailleurs. Je ne vous ai pas dit que je n'ai pas été au bout des Beaux-Arts de Paris. J'ai fait 2 ans et demi, je crois. Et ça me posait problème. On pouvait tout faire. Et donc, je me suis posé une espèce de code de conduite qui s'appelle, je considère que, je vais vous le passer en vitesse, hein, l'objet d'art nous encombre, il est devenu superflu. Donc j'essaie de me passer d'objet d'art. Je me dis, c'est pas la chose importante. Je veux travailler ailleurs, autrement. L'exposition est un idéal dépassé. Vous voyez la force de l'exposition encore. Hein. Quand je posais ces choses-là au tournant 2000, j'avais l'impression qu'il y aurait de moins en moins d'expositions et que ce serait de plus en plus. Mais en fait, non, absolument pas. Ça s'est même durci, renforcé, etc. Mais moi, je me suis dit, je ne vais plus exposer. Ça s'était fissuré déjà avec mon histoire de Viens m'aider à réaliser le contenu de mon exposition. J'avais l'impression que j'arrivais plus à exposer, mais là finalement je vais plus loin, je dis je n'exposerai plus, j'essaierai de faire les choses autrement, de penser en fait d'autres modalités d'action telles que la manœuvre ou l'opération. Manœuvre est un mot qui vient du Canada, que j'avais trouvé intéressant parce que manœuvre c'est quelque chose qu'on fait un peu dans l'ombre, on procède un peu comme ça à l'abri des regards. Et par rapport à l'artiste, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'il y a un peu un dictat. L'artiste doit montrer, doit être vu, doit s'exposer. Donc, cette pratique, telle que je l'entrevois, essaie de faire un peu le contraire. En fait, de produire des choses, mais sans qu'on les voit forcément, sans qu'elles soient exposées, et donc sous la forme de manœuvres et d'opérations.
Opérer caractérise une pratique de l'art qui relègue l'art à l'arrière-plan pour tenter de conquérir le terrain de la réalité quotidienne. Et là, je reviens à mon histoire de vie, c'est-à-dire que la vie que je vis, pour reprendre une phrase célèbre, m'intéresse plus finalement que l'art que je fais. Et j'ai aussi essayé donc de tourner ces services vers la vie quotidienne. Vous verrez comment il y aura des images. En fait, c'est très simple. Ça, c'est ce que j'ai développé aujourd'hui et c'est, je dirais, le plus important de ma ligne de conduite. Le présent nous demande de donner toute son importance à l'action de soustraire. Et vous verrez, je vais finir avec ma thèse. Vous m'arrêterez quand ce sera trop long, mais soustraire me semble aujourd'hui extrêmement important. Alors le problème, c'est qu'en même temps, soustraire est un peu contraire à l'acte créateur qui pose quelque chose. Donc il y a cette ambiguïté sur laquelle j'ai travaillé mon doctorat dont je vous parlerai brièvement. Donc voilà, j'ai soustrait. Vous allez voir comment aussi. Il n'y a plus un auteur unique pour une œuvre unique, mais une multiplicité d'auteurs pour plusieurs réalisations potentielles de chaque œuvre. C'est ce que j'avais posé avec mes ateliers, c'est-à-dire faire les choses moi-même, tout seul, dans un lieu d'exposition ne m'intéressait plus. La forme collaborative me semblait extrêmement intéressante. Et je vous ai dit, et c'est vrai que ça m'a énormément appris parce que j'étais limité en fait dans mes moyens et toutes les rencontres que j'ai faites m'ont vraiment poussé vers des territoires que je ne connaissais pas. La collaboration est quand même quelque chose je pense, en art d'incontournable. Ensuite, l'histoire retient des parcours, des profils qui semblent très individuels. C'est une personne, mais on sait que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et en fait, il faut miser sur la collaboration. J'ai deux identités. Ça comment dire, c'est mon code de conduite de 2006, je crois. Donc, en fait, il y en a plus depuis. Mais à ce moment-là, je travaillais avec IKEA Service et Glitch. Et donc, je diffuse des services. Par service, j'entends des instructions qui attendent d'être mises en pratique. Et je vous parlais de Jean Gebrecht et de Waterjam. Donc, c'est cette histoire de carte. En fait, en très peu de mots, je veux définir ce que je veux produire comme œuvre. Et ensuite, en fonction des contextes dans lesquels cette œuvre se produit, ça prend des formes qui sont toujours surprenantes et différentes. Mais on pourrait parler, je parle de service, on pourrait parler aussi d'instruction, c'est peut-être plus simple. Après, instruction est peut-être un peu catégorique. Alors, je vous donne un exemple. Acheter, casser. Sur le lieu de son acquisition, détruisez l'article que vous venez d'acheter. Voilà. Donc là, on ne parle plus de lieu d'exposition ou de monde de l'art. On est dans une action qui peut se réaliser absolument n'importe où. C'est un travail que j'ai développé à Montréal. La fac m'avait invité avec un budget et on avait pu, dans pas mal de magasins, détruire des choses donc en direct. Alors il se fait que il faut bien étudier la question parce qu'il y a des histoires juridiques évidemment derrière et il faut être vraiment le propriétaire de la chose qu'on a achetée pour pouvoir la détruire sur place. Sans quoi, évidemment, on a des problèmes et la police intervient, etc. Autre exemple de ce que j'appelle service ou instruction, inertie, parce que je trouvais que tout allait vite et on était toujours en train de nous dire il faut produire, il faut créer, il faut que ça grandisse, il faut que ça émerge. Alors moi, je me suis dit non, il faut plutôt peut-être chercher l'inertie, déterminer ce qui ne devra ni croître ni diminuer, s'acharner à le maintenir au point mort. Donc, il s'est souvent réalisé aussi, il est assez facile à réaliser. En fait, comment dire, on observe au départ ce que j'appelle un compte. On compte les choses qu'il y a dans une pièce, on observe les usages qui se développent dans cette pièce, etc. Et on essaie de tenir tout ça, en fait, on le reproduit à l'identique. Alors, ça donne des choses assez étranges. Je vous laisse imaginer, en fait, c'est très ouvert comme protocole. Mais j'ai aussi un ami qui m'avait proposé mouvement artistique version familiale. C'est le déplacement du mobilier à la vitesse de 36 cm par jour dans un espace de vie. Tout le mobilier se dépasse. Il n'est pas de moi, hein, celui-là. Il est d'un ami qui s'appelle Soussan LTD. Et donc, dans votre espace de vie, on vient travailler sur le mobilier qui bouge voilà, à la vitesse de 36 cm par jour. J'ai plusieurs niveaux de participation. Alors, la participation est centrale.
On peut mettre un de mes modes d'emploi en pratique. On peut me commander la mise en pratique d'un mode d'emploi. On peut me proposer un nouveau mode d'emploi. Et dans finalement la base de données dont je vous parlerai tout à l'heure, vous verrez que énormément de gens m'ont proposé des modes d'emploi qui sont souvent donc signés de leur nom. Les gens que j'ai rencontrés justement dans ces fameuses expositions au départ, et puis par la suite, quand j'ai activé des services dans différentes villes. On peut aussi me proposer la variante d'un mode d'emploi déjà mis en pratique au moins une fois. On peut acquérir un de mes services et on pourra en parler. C'est un petit peu compliqué parce que je veux que le service reste gratuit en fait d'usage. Donc on l'acquiert, mais en acceptant par contrat qu'il reste libre d'accès et d'emploi à quiconque le souhaite, pour que ce ne soit pas finalement comme quelque chose qui n'appartient qu'à une institution, qu'à un collectionneur. Tout ça sont des points de détail, on pourra y revenir en fonction de ce qui vous intéresse. Alors, service, c'est compliqué, on m'a souvent dit, mais est-ce que c'est vraiment un service? Pourquoi utiliser le mot service? S'il y a un côté un peu trash, le mot service, il est un petit peu... Alors, j'ai simplement pris le Larousse, c'est activité économique destinée à satisfaire un besoin, mais qui n'est pas un bien matériel. Les consultations médicales, les émissions télévisées, la recherche sont des services. Alors, la recherche, j'aime bien, je trouve que ça va bien à ce que je fais. Au fond, c'est peut-être de la recherche, mais d'une façon, comment dire, qui prend vie, d'une façon un petit peu étrange. Alors là, j'en viens à des images d'activation. Je vous ai mis beaucoup de choses, puisque donc on suit le fil de... J'ai créé beaucoup de publicités qui étaient souvent un petit peu horribles pour choquer les gens et qu'on diffusait avant que les ateliers ne commencent ou les activations de services. Et avec des phrases choc, donc tout n'est pas accompli quand nous nous comportons comme des membres utiles à sa société. C'est une phrase de Stirner, c'est un anarchiste allemand. C'est plein de phrases comme ça qui sont un peu... Alors, souvent, je ne donne pas la source de... Et d'ailleurs, Cédric m'a fait remarquer une fois, je cite tout le temps une phrase de Georges Bataille, soi-disant, rompre l'enchaînement des actions efficaces. Voilà, je dis mon travail, je romps l'enchaînement des actions efficaces. Et Cédric me dit, mais va chercher vraiment où as-tu trouvé cette phrase de Bataille, dans Bataille et tout. Impossible de la retrouver. Donc moi-même, je ne sais plus. Peut-être qu'en réalité, ça n'était pas une phrase de Bataille. C'est ça. Vous voyez comment tout ça est un petit peu... Il y a eu énormément de travaux, des très gros développements sur des années de projets qui se sont ramifiés donc dans des villes diverses et variées avec des allers-retours. Donc le mail, évidemment, m'a énormément aidé, le mail et l'Internet, c'est-à-dire que souvent, la communication s'est faite à distance. Des gens ont réalisé des choses en Allemagne, en France, aussi aux États-Unis, on vous en parlera aussi. Donc, et tout ça se fait par échange de mails souvent ou par visio, on échange en fait, on fait des retours sur les activations. Donc vous voyez un peu, ça, on doit être en je ne sais plus combien, 2008 ou 2010, et les choses avancent comme ça au coup, par projet. Et c'est une date aussi importante, c'est 2010, c'est la sortie donc d'un manuel qui me semble beaucoup plus accompli que le premier qui était rose que je vous ai montré, qui était celui de 2004, qui s'appelle Des modes d'emploi et des passages à l'acte. Et donc là, c'est vraiment, ça pose le travail en 2010, donc après 12 ans d'existence. Et on trouve dans ce livre des descriptions de services déjà réalisés et des protocoles, donc des instructions à mettre en œuvre par quiconque le souhaite. C'est vraiment, c'est libre et c'est gratuit. Alors là, on a en 2002 ou 2003 un atelier de destruction d'objets. Donc celui-ci s'appelle Atelier HS. Et comme j'avais détruit mon stock d'objets auquel je tenais beaucoup, en plus au travers duquel beaucoup de gens s'étaient investis, cette question de la destruction m'a obsédé. C'est resté comme une espèce oui, de traumatisme, je vous disais tout à l'heure. Et j'ai créé beaucoup de services au travers de enfin, prônant en fait et mettant en acte la destruction. Donc ici, c'était une nuit blanche euh, dans laquelle j'ai convié les gens à venir faire détruire des objets auxquels ils tenaient. C'est ça qui est important. Donc on a un objet auquel on tient, dont on veut se débarrasser éventuellement, ou pas. En tout cas, on fait le pas, on vient nous voir, et ce qui est, disons, capital, c'est que cet objet n'est pas détruit n'importe comment.
il est détruit selon un scénario qui est confié par la personne qui l'apporte. Donc, vous m'apportez, par exemple, un objet de famille et vous me dites qu'il faut le découper en 8 morceaux de telle façon et ces 8 morceaux vont être ensuite cassés de telle façon, etc. Et il y a un très gros travail de... Alors, ce n'est pas moi qui le fais parce que j'ai assez peu de... Comment dire je ne suis pas très habile de mes mains. Donc, en général, je forme une équipe de 4 ou 5 personnes assez balèzes dans la destruction, à la tronçonneuse, à la disqueuse, au feu. Et ensuite, on est à l'écoute du public qui vient nous rencontrer. Il faut savoir, les photos sont très mauvaises parce que à cette époque-là, ça n'avait pas beaucoup d'importance. Mais on peut se retrouver face à 100, 150 personnes, 200, 300 personnes. Et donc là, il faut travailler pour vraiment détruire, toujours en respectant le scénario proposé. C'est très sérieux finalement. C'est un petit peu le contraire d'un exutoire. Enfin, c'est construit. Et il va y avoir ce dialogue avec les personnes autour de la table. Et parfois, c'est atroce. Donc, je me souviens d'une clé, quelqu'un qui était venu avec une clé et qui avait demandé qu'on la découpe en 7 morceaux. Donc, un de mes bourreaux a découpé cette clé pendant 2 ou 3 heures d'affilée. On avait toute la nuit, mais c'était. Je vais vous montrer d'autres des meilleures images de l'atelier. Ça, c'est un moment important aussi. C'est à Toulouse. C'est ce que j'appelle l'annulation d'espace. Alors là, on est dans l'espace vraiment des gens. On est dans leurs appartements. Et des personnes qui viennent nous rencontrer annulent certains des espaces de leurs appartements. C'est très simple. Souvent, on le fait avec un scotch. Et pendant un certain temps, ça peut être très long, 2 mois, 3 mois, 4 mois, ça peut être aussi très court, 1 jour, 2 jours, 3 jours. Cette personne va vivre avec un espace reconfiguré, puisque certaines des parties sont, on va dire, privées d'usage. Alors là, c'est chez un architecte, c'est toute sa table de travail, donc il travaille par terre et tout devient complètement chaotique. En bas à droite, c'est quelqu'un qui avait fait une espèce d'angle comme ça vers la fenêtre, qui avait rétréci complètement son salon. Ce qui m'avait intéressé dans les expériences souvent qui m'étaient proposées, c'était les raisons pour lesquelles les gens qui venaient me voir annulaient leur espace. Les raisons étaient toujours différentes et très étonnantes. Par exemple, l'architecte, c'était quelqu'un qu'on disait toujours trop consciencieux, vraiment, comment dire, maniaque. Donc, il a profité de cette annulation pour travailler dans un chaos chez lui. Je pense aussi à quelqu'un qui avait annulé sa salle de bain parce qu'elle était en conflit avec comment dire, ses voisins. Et finalement, le fait d'avoir annulé son espace de bain, le fait de pouvoir se laver le matin était devenu donc impossible, l'avait obligé à aller démarcher tous ses voisins pour trouver une meilleure relation avec eux. Il y a toujours ces histoires, au fond, qui sont assez surprenantes. Et on a travaillé, c'était horrible. Donc, il y a même une prof qui avait annulé toutes ses portes d'entrée et qui passait par des fenêtres pour entrer, sortir de chez elle. Donc là, on voit ça, c'était également plusieurs mois de travail. Ici, on revient sur l'atelier HS. Là, il s'agit de quelqu'un qui écrit une dernière lettre, une lettre de séparation, et qui nous demande, donc elle tape la lettre en direct sur la machine et elle dit elle veut 3 bandes absolument identiques contenant et le papier de la lettre de séparation et la... C'est pareil, très difficile à réaliser sans détruire le papier, un vrai cauchemar. Atelier à Brest, massif aussi, où on reçoit énormément de gens et on détruit plein d'objets, donc selon des protocoles, donc à la masse, enfin, ça s'enchaîne. Des assiettes qui sont d'abord coupées en 4, ensuite calcinées, ensuite détruites à la batte. Alors, bon, quand les gens comprennent qu'on travaille bien, ils nous en demandent de plus en plus et on commence à être complètement débordé. Alors là, c'est pareil, à Brest, j'avais des très bons bourreaux. J'avais notamment le père d'un éditeur à moi qui était vraiment un technicien terrible et qui arrivait à couper des trucs à la disqueuse quasiment au millimètre. Ce sont des ateliers dangereux aussi, hein, donc on est, comment dire, il y a une ambiance assez sérieuse. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le rappelle. Je vais vite, hein, parce qu'après, il y a aussi l'acide. Parfois, certains ateliers voient apparaître des nouveaux
des nouvelles idées. Et là, on avait tout un stock de papier à passer à l'acide dans la journée. C'était assez marrant. Quelqu'un qui se faisait découper une robe sur elle, etc., etc. J'ai aussi beaucoup travaillé sur l'alcool. Alors pourquoi? Parce que j'ai eu l'impression, quand j'étais parti dans l'art, donc ces années 90 dont je vous ai parlé, j'avais une très très haute idée pour moi de l'exposition à cette époque-là. Donc c'était avant que je m'effondre et que je rejette complètement la question de l'exposition. Mais j'avais l'impression que finalement, en y regardant de près, il n'y a, y a que des vernissages. Et les gens s'intéressent très peu aux œuvres. Et ma déduction, c'était, alors, est-ce qu'il ne faut pas tirer parti de ce phénomène, c'est-à-dire puisque finalement les gens s'intéressent plus à l'alcool qu'aux œuvres qui sont exposées, est-ce qu'il n'y a pas là aussi un interstice pour essayer de bosser et de créer des choses totalement bizarres et déviantes, donc dans le contexte de l'art, mais à un niveau peu perceptible? Et j'ai fait plein de travaux sur l'alcool. Celui-là, c'est à l'époque où ça doit être 2006. C'était dans la région de, pareil, de Besançon, parce que j'ai beaucoup travaillé dans l'Est. Il y avait à cette époque-là une bière très très forte qui s'appelait 8-6, qui était produite par Bavaria. Et quand on faisait un vernissage à la 8-6, c'était vraiment, les gens disaient, waouh, là c'est vraiment des durs. Et on s'est dit, il y avait un très gros vernissage qui devait être produit, de plusieurs centaines de personnes devaient venir. Je crois que c'était peut-être le FRAC de nouveau. Et on s'est dit, on va faire de l'alcool plus fort que la 8-6, on va faire la 8-7. Et donc, on a produit des étiquettes en usine. On a contacté Bavaria. On a dit qu'on voulait faire un très gros vernissage avec de la 8-6, etc. Ils nous ont envoyé des bouteilles. Étonnamment, ce n'était pas des canettes. Et on a ouvert toutes les bouteilles. On les a augmentées en alcool. On les a refermées. On les a réétiquetées. Là, je parle de vraiment plusieurs centaines de bouteilles. Hein. Donc, il y a eu un travail de peut-être 8 jours environ. J'ai eu heureusement des aides et le vernissage a eu lieu. Les photos sont toujours aussi mauvaises, hein, je suis désolé, mais elles ont bien été bues. Donc on était en 8-7. Voilà, il y a une photo un petit peu. Parce qu'après, souvent, je ne suis pas là, enfin, je ne suis pas forcément là au moment où ça s'active. Et donc, ce sont des gens, comme je vous le disais, par mail ou qui m'écrivent et je reçois un document. Là, le document était tel. Donc, on a une 8-7. Aujourd'hui, je pense que il doit y avoir des choses beaucoup plus fortes qu'à cette époque-là. C'est petit, 8-6. Destruction je parlais d'évolution des services à un moment. En fait, on s'est rendu compte que dans les ateliers de destruction d'objets, les gens venaient beaucoup avec des documents très importants, des actes de mariage, des actes de décès, des actes de propriété, des cartes bancaires, de l'argent, des trucs d'impôt, enfin des feuilles d'imposition, etc. Et j'ai trouvé ça tellement intéressant que les gens nous apportaient, que j'ai créé en fait une extension, enfin en tout cas une variante d'Atelier HS qui est Atelier HS Document. Et là, on est à Montpellier, je me souviens plus de la date, mais ça doit être peut-être 2008 ou 2009. Et on détruit, on est vraiment dans la destruction d'argent, on est dans la destruction de cartes bancaires, dans la destruction de feuilles d'imposition, d'avis d'impôt, de tout ce genre de choses. Ici, c'est un service, on va dire, un petit peu plus violent. Euh, L'idée, c'est de... On est dans une exposition collective, donc il y a toujours cette haine de l'exposition, cette espèce de hargne contre l'exposition. Et on est un infiltré. Et on participe à l'exposition, donc on m'invite. Alors je dis oui, évidemment. Mais mon intervention dans l'exposition va abîmer finalement le travail des autres exposants. Et ici, on est à Toulouse. Et il faut vraiment bien masquer cette intervention, parce qu'il faut que personne ne sache que c'est intentionnel. Et donc, je travaille avec une jeune danseuse, et mon idée, c'est de faire croire à une performance. Je me dis, bah, c'est le meilleur moyen, finalement, de foutre un bordel pas possible dans l'expo. Elle va faire une performance, mais la performance va rater, et il va y avoir une catastrophe pendant le vernissage.
Donc, je travaille avec elle et on trouve cette idée des seaux, des seaux avec de l'encre. Donc, les seaux sont remplis à, je ne sais pas combien, à ça à peu près d'encre. Et elle joue avec les seaux. Donc, la performance, c'est sur une musique, c'est une musique de Lightning Bolt, donc une musique très énervée. Donc, elle joue avec les seaux. Et évidemment, elle travaille. Et l'idée, c'est de faire tomber les seaux. Et le seau tombe en fait sur un des murs. Et patatrac, tout se déverse dans l'exposition. Donc, on est quand même avec de l'encre, je dirais, assez indélébile. Et il faut sortir, il faut quitter le lieu d'exposition. Et mon opération est réussie à partir du moment où le vernissage est interrompu immédiatement et tous les gens se massent à l'extérieur de l'exposition. Alors, il y a à ce moment-là souvent des organisateurs qui sont un petit peu dans l'incompréhension et qui se disent il faut absolument dire au public et aux autres artistes qu'il s'est passé quelque chose de malencontreux et tout. Mais en fait, moi, c'est toujours... En fait, mon projet, c'est l'enfreinte. Il faut rien dire. Donc, on laisse les gens devant le lieu d'exposition. Il y a beaucoup de colère qui monte et ils ne peuvent revenir que le lendemain à partir du moment où le sol a été nettoyé. Et voilà. Je ne me souviens plus du nom du service, mais je vous le retrouverai. Cheval de Troie. Cheval de Troie. C'est un cheval de Troie. Voilà, c'est un cheval de Troie. Cheval de Troie. Atelier HS documents, donc les diplômes, les cartes, toutes sortes de cartes, etc. Donc on revient là-dessus. Ici, c'est un travail dans une biennale où j'ai reproduit une œuvre qui était exposée de Simon Starling, un artiste anglais, qui avait exposé une œuvre. Et l'idée, c'était de la reproduire une autre fois, sans en parler au public. Et donc, très curieusement, le public revoyait la même œuvre deux fois dans la même biennale. C'était assez étrange aussi. En fait, ce doublon, le service s'appelle le doublon, nous permettait de faire un trafic de passes pour entrer gratuitement à la Biennale. Parce qu'on avait trouvé que l'organisateur de la Biennale, c'était la Biennale de Rennes en 2008, était quelqu'un d'un petit peu, comment dire, agressif commercialement, etc. Et derrière ce doublon, donc dans ce lieu où était exposé le deuxième Simon Starling, qui n'avait aucune raison d'être, puisque Simon Starling n'avait fait qu'une œuvre unique, on diffusait secrètement des passes pour aller voir l'exposition, la Biennale, gratuitement. Donc on s'était mis en contact avec le... J'ai eu un infiltré qui avait travaillé pour la Biennale, qui m'a mis en contact avec l'imprimeur, et on a réussi à tirer, je crois, 1800 cartes de plus. Et tous les gens qui venaient voir le doublon, on les accostait, on leur disait, mais voilà, mais donnez-en à votre famille, donnez... Ils repartaient avec 15, 20, 20 passes gratuits. Bon, ils en donnaient autour d'eux, dans les cafés, dans les bars, à l'école, etc. Je ne sais pas si ça a vraiment fait du mal à la Biennale, mais en tout cas, il y a une rumeur s'est développée. Il y avait ce truc des passes qui circulaient. Il y a eu quand même, on en a parlé, c'était assez étonnant. Donc là, on voit le Starling, qui est le deuxième Starling, qui a été présenté en plus pendant le vernissage, sans qu'on n'en dise rien. Donc on a représenté le Starling comme si c'était le Starling, alors que d'autres personnes du public, dans un autre coin de la ville, voyaient un vernissage avec une présentation du Starling aussi. Donc ça nous a, ça nous a intéressés. Il a été extrêmement difficile à réaliser parce que ce couillon de Starling, il travaille bien. Donc en fait, il a fallu trouver un Sausalito qui est un vélo très spécifique, je crois américain. Donc on a fait provenir un châssis qui ressemblait au Sausalito d'origine, qui a été maquillé ensuite par un sculpteur qui a rajouté des parties de résine, etc., pour que finalement ça ressemble vraiment au Starling. Et au fond, à la fin, on a eu quelque chose de vraiment approchant, avec un faux guidon, des fausses roues. Enfin, le Note Starling était complètement... si on s'asseyait dessus, tout s'écroulait parce que certaines parties avaient été vraiment créées par un sculpteur, mais sans solidité. Donc, les deux lieux et les deux Starling.
Et là, j'en reviens à l'alcool avec un service que j'ai beaucoup mis en pratique et qui s'appelle Slow-Mo. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure d'inertie. J'aime beaucoup cette idée parce que, je vous le disais, on nous dit il faut aller vite, il faut être fort, il faut que ça, il faut. Bon. Alors moi, je travaille toujours sur le contraire, la faiblesse, la fragilité, le problème, toutes ces choses-là. Et j'ai écrit un service qui s'appelle Slow-Mo, le ralentisseur. Et l'idée, c'est de ralentir. Il est très simple. Donc, agir avec une lenteur exagérée. Sauf qu'il faut que ce soit très ennuyeux pour les gens, sinon ce ne serait pas drôle. Et là, je me rebranche sur l'idée du vernissage. Et là, je suis à Genève, dans une galerie dans laquelle beaucoup de public est attendu pour une exposition collective. Et je travaille avec le serveur en amont, donc en formation, pour faire en sorte qu'il travaille très lentement, mais de façon indétectable, qu'on ne puisse pas lui dire « mais qu'est-ce que c'est que ce truc, la bouteille ne s'ouvre pas », etc. Et là, la collaboration est très intéressante. C'est un serveur professionnel qu'on a sorti d'un bar de la rue où est la galerie. Et il me dit, ben moi, je peux pas, c'est une profession que j'aime, je peux pas la salir, donc je veux trouver des façons de ralentir qui ne soient pas déloyales par rapport à... Alors, il a plusieurs idées assez diaboliques. En fait, il y a l'idée principale, c'est qu'il y a très peu de verres, très très peu de verres. Donc, sont attendus, on voit la masse, hein, on a eu peut-être 150-200 personnes, et je crois qu'il avait 20 verres. Et donc, des verres en verre. Il n'y avait pas de gobelet, il n'y avait aucun substitut à disposition. Et il avait eu l'idée d'aller laver les verres complètement de l'autre côté de la galerie, qui était grande. Hein. C'était un espace au moins comme ça, avec une autre pièce, etc. Il traversait la galerie, il traversait la foule avec les verres sales, il allait laver les verres, et il revenait pour servir. Donc on avait un public qui devenait complètement dingue. Il lavait dans les toilettes, très lentement, très méticuleusement. Et les gens devenaient fous. Alors, juste pour dire comment ça a fini, cette histoire. Il y avait une table avec plein d'alcool, accessible. Donc, jusqu'à un certain point, les gens n'osaient pas prendre les bouteilles. Mais à un moment, voilà. Et pour moi, l'action s'achève à ce moment-là. C'est-à-dire que, bon, ils ont compris, en fait, il va falloir se servir soi-même. Ça, c'est un travail que j'ai fait au Grand Palais, donc à Paris, pour un événement qui s'appelait La Force de l'Art en 2009. Un événement horrible aussi qui vraiment faisait la promotion de l'art, mais vraiment dans ses formes les plus, on va dire, obscènes, monumentales, riches, etc. C'était soi-disant l'idée, je ne crache pas dans la soupe parce qu'à l'intérieur de ça, évidemment, comme toujours, il y avait des commissaires qui étaient très intéressants. Mais c'était un petit peu l'idée du ministère, c'était de faire valoir l'art français, donc le truc. Et le truc fou, c'est que j'ai été invité là-dedans. Et ma proposition, ça a été de capter des publics. C'est un service que j'appelle conférence à contre-courant. Donc, je capte des publics, là aussi assez importants, de 20, 25, 30 personnes. Et on a une discussion avec eux sur l'exposition. Et ce que je leur demande, c'est de critiquer ce qu'ils voient. C'est-à-dire qu'on puisse débattre en fait sur ce qu'ils voient et ce qu'ils imaginent une exposition qui pour eux serait préférable. Alors là, il y avait beaucoup de matière, puisque les objets étaient quand même assez horribles, étaient très clinquants, étaient très riches. Et ce que j'ai trouvé assez beau donc, dans cette nuit, c'était toute une nuit de travail avec eux, c'est que souvent, ils étaient très d'accord avec nos propres positions. C'est-à-dire qu'ils disaient, mais pourquoi on nous montre ça alors qu'en réalité, on aimerait voir plutôt ça, plutôt ça, plutôt ça. Donc là, on était vraiment dans un... C'était des très beaux moments. C'était très fatigant parce qu'il y avait beaucoup de bruit et c'était sans micro. Là, on réactive le serveur ralenti. Et ce serveur-là, c'est pour vous montrer aussi la variation. Hein. Pour moi, c'est très important de toujours réactiver les mêmes services pour voir comment ces services vivent, évoluent, quelles rectifications sont possibles, etc.
Et lui, bah, c'était quelqu'un de très timide. C'était un serveur qui n'était pas finalement très... On était au magasin de Grenoble, qui est un lieu d'art assez important. Il flippait. Il me disait, mais je ne peux pas servir comme ça, lentement, sans que les gens s'en rendent compte et tout. Et il a bu, il s'est saoulé. Donc, il était quasiment complètement saoul et il servait les gens de façon complètement erronée. Il partait, les gens ne comprenaient pas où est-ce qu'il était passé. Il revenait, c'était bien aussi. Il a pris beaucoup de risques, je dirais, parce qu'il était face à un mur de personnes assez en colère. En fait, c'est un peu toujours ça. C'est peut-être le travail de faire sortir cette colère parce que, au fond, à partir d'elle, on peut parler, on peut imaginer des choses qui ne sont pas forcément celles qu'on nous propose. Ici, c'est complètement un autre service qui s'appelle Ceinture. On a remarqué que les collectionneurs parisiens étaient vraiment trop gourmands et remplissaient leur lieu d'art d'œuvres d'art jusqu'à explosion. Et c'était avec Guylain Moléviéville, donc quelqu'un avec qui j'ai travaillé très longtemps. Je vous en reparlerai parce que on a fait tout le travail des contrats, tout le travail juridique, lui et moi ensemble. Il a été mon agent pendant de nombreuses années. Et en fait, l'idée, c'était de démarcher des collectionneurs parisiens en leur proposant une espèce de régime, on va dire, de régime. Donc, réduction, on réduit le nombre d'œuvres, on réfléchit à toutes les œuvres qu'on a en sa possession, pourquoi en avoir autant. Et on leur a proposé là aussi une espèce de cahier des charges. On leur a dit, ben, tout ce qui n'est pas réactivable peut-être être enlevé de la collection. Tout ce qui sort de l'usage, au fond, et qui n'est plus que quelque chose exposé au mur et qu'on oublie, peut sortir de la collection. Et au fond, ce collectionneur en particulier n'a gardé que les objets de design, parce que les objets de design qu'ils utilisent restent dans l'usage. Il se fait que malheureusement, les photos que je vous montre, ça n'est qu'une démo, parce qu'évidemment, le collectionneur a tout remis ensuite. On lui a fait un régime qui a duré un certain temps. Et voilà. Le Carl André qui est au sol a été un véritable cauchemar à enlever, puisque les plaques pèsent, je ne sais plus combien, peut-être une centaine de kilos pièce, donc il a fallu les enlever. Là, on voit que des images. En fait, souvent, derrière, il y a un travail titanesque fait par des équipes. Je ne suis jamais seul et on travaille toujours à plusieurs et ça prend du temps. Retour sur l'atelier HS à Chypre, où là, c'est complètement délirant. C'est un travail d'étudiant, cette fois. Et les étudiants vont tout détruire. C'est-à-dire que là, ils me disent, nous, notre idée, c'est on casse les objets au début et puis on casse les outils qui servent à casser les objets. On casse tout. En fait, on va vers une espèce de néant. Alors, je dis OK. Et ils le font. Donc, ils cassent tout. Tout est réduit en poussière. C'était assez fou. Et on finit dans une pièce où tout est en miettes. C'est une exception. Là, je reviens sur le slow-mo, alors qui n'a plus rien à voir avec l'alcool. Il s'agit de ralentir l'activité des institutions. On est dans comment dire, un festival important à Toulouse qui s'appelle le Printemps de septembre, un festival qui fonctionne trop bien. Et là aussi, j'arrive avec mon livre de ralentissement. Je rencontre toutes les structures qui participent au festival et je leur propose de ralentir. Alors, soit pardon, montrant moins, soit en écourtant leur temps d'ouverture, soit on trouve en fait à chaque fois, pour chaque lieu, des protocoles qui font qu'on ralentit. C'est un énorme travail en amont. Je crois que je suis venu 2 mois avant. Et ça a assez bien marché parce qu'on a eu une poursuite quand même de gens qui n'arrivaient plus à voir certaines des expositions, donc étaient très fâchés contre nous. En haut à droite, on a quelqu'un qui dirigeait la médiation. Je m'intéresse beaucoup aussi à la médiation parce que c'est un vecteur, un médium qui est très souple, très malléable et avec lequel on peut créer des trucs vraiment dingues. Et alors, au travers de la discussion que j'avais avec elle, donc en haut à droite, elle m'avait dit, mais nous, médiateurs, on souffre énormément
parce que quand commence une exposition, on doit avoir appris des cahiers énormes par cœur. Là, c'était pour les abattoirs de Toulouse, c'est une institution, on leur file 100 pages qu'ils doivent apprendre absolument par cœur, et ensuite ils doivent faire une visite guidée comme si c'était un truc qui coulait de source, etc. Donc leur travail, finalement, n'a pas beaucoup d'intérêt pour eux-mêmes. Et l'idée du ralentissement dans leur cas, c'était de ne pas apprendre ces fameux cahiers, donc d'avoir une liberté d'approche vis-à-vis des choses qu'ils étaient supposés montrer au public qui venait voir le festival. Alors ça commençait par un gag, il commençait par chercher dans le cahier l'œuvre dont il était question, etc. Il disait mais je ne le trouve pas, donc et là ils improvisaient, ils entraient en dialogue avec le public. C'était très réussi, je trouve. Ici, ce sont des actes de destruction où on extériorise en fait un acte violent dans un lieu. J'ai jamais réussi à le mettre en acte parce qu'il est peut-être trop dangereux, en tout cas pour des festivals ou comment dire, des événements publics, parce que c'est vrai que si les gens commencent à vraiment externaliser, extérioriser des actes violents, c'est bon. Mais il y a eu en version domestique des expériences de cassage. Ici, on a un autre atelier de destruction d'objets. Je vous montre cette image parce que là, la variation, ça a été de noter tous les objets qui ont été détruits. C'était nouveau, personne n'y avait pensé. On a listé tout ce qui avait été détruit et comment. Autre équipe, avec aussi des très bons techniciens. Et je vous montre l'image du haut, me semble assez pertinente. Donc, elle n'est pas du tout spectaculaire. Quelqu'un vient avec un pull de famille c'est de la laine blanche, mais cette laine blanche elle est terne, elle est tachée. Et cette personne nous dit, voilà, ce pull passe de génération en génération depuis, je ne sais pas combien, 60 ans, un truc comme ça. Et ce que je vous demande, c'est de revenir à des pelotes de laine, donc détricoter le pull totalement, et ensuite jeter les pelotes. Et en fait, ce truc-là a pris, je crois, une après-midi entière. Ça a été absolument atroce pour... Donc parfois, ce n'est pas spectaculaire, mais ça engendre des situations qui sont intéressantes. Je passe hein, parce que bon, on en a vu, l'acide, la destruction d'ordinateurs, les feuilles d'impôts qui deviennent des avions qui brûlent en vol. Enfin, évidemment, des trucs en souffrance. Hein. Il y avait des PV, ou si on nous apportait les PV. Des choses aussi un petit peu angoissantes, comme une poupée, pareil, familiale, qu'on va nous faire découper sur un... Alors là, c'était dans un frac et donc on avait en plus, on travaillait sur le recyclage et tout ce qui était détruit était séparé dans des bacs. Il y a eu tout un travail à l'issue auquel je n'ai pas participé, mais c'était assez fort. Ici, c'est un autre doublon de Filiou. La Joconde est dans les escaliers. Donc, qui est apparu dans une exposition sans qu'elle figure. C'est mon histoire de copie en fait d'œuvres ici aux États-Unis, atelier de destruction à la tronçonneuse. Donc là, il s'agit d'un livre. Le travail de présentation, du coup, est très important. Hein, vous avez compris, c'est un petit peu comme aujourd'hui, c'est-à-dire faire connaître les actions est très important parce que ça peut donner en fait envie à des gens que je connais pas de plancher sur le manuel et d'avoir des idées et de d'activer des services et voilà. Ici, ça me faisait rire, c'était de vous montrer Simon il y a quelques années, qui a beaucoup travaillé avec nous. Là, il était un personnage fictif qui formait les gens. Il s'appelait Marcus Prosper et il formait les gens. C'était assez fou. Donc on l'avait bien habillé et il emballait les gens dans des histoires qui étaient complètement... J'avance un peu plus vite parce que... Il me reste combien de temps? Une demi-heure, ok. Donc c'est un autre service qui fait qu'on perd son temps en voyant une exposition. Alors ça, c'est
une annulation d'espace. Donc, vous avez vu que ça pouvait s'inscrire dans un cadre domestique, donc chez les gens. On était en 2003, 2004, 2005, mais ça peut aussi devenir une œuvre, on va dire, dans l'espace public. Et j'avais été assez content de cette réalisation. C'était avant que les berges de Seine de Paris soient piétonnisées. J'avais réussi à faire une annulation d'espace des 2 berges de Seine, donc c'est 7 km d'un côté, 7 km de l'autre, avaient été complètement annulés, ce qui fait qu'en principe, personne ne pouvait, ni voiture, ni piéton, passer sur les berges. Elles avaient été... C'était pour une nuit blanche en 2000, je crois, 12. Voilà, donc on voit le lieu complètement vide. Alors c'est marrant d'imaginer quelqu'un qui, par exemple, annule un miroir de salle de bain et ensuite de voir les berges de Seine de Paris qui sont annulées et de penser qu'il s'agit de la même œuvre. C'est-à-dire que tout est une question donc d'interprétation en partant du langage. Oui, oui, vas-y, vas-y. C'était très compliqué. En fait, à chaque embranchement, ils avaient mis des espèces, tu sais, des barrières. Donc, ça a été pareil, un travail complètement fou. Ils ont apporté des barrières. Évidemment, ça a été à 4 heures du matin, les gens passaient par-dessus les barrières. Mais quand même, pendant plusieurs heures, c'est resté complètement. Ah oui, 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 c'était affreux, là, c'était affreux. Donc, en plus, au moment où on a fait cette activation, il y avait un conflit entre la préfecture, qui était contre la piétonisation, et la mairie de Paris, qui était pour la piétonisation. Donc, on s'est retrouvé dans un conflit d'intérêts entre la police, la préfecture, etc., et la mairie. Donc, c'était. Mais on l'a quand même réussi. Oui, voilà, c'était une espèce de pause. Après, c'est marrant de voir les images aujourd'hui parce que c'est devenu de toute façon aujourd'hui piétonnisé. Donc, ça a basculé du côté de la mairie. Et du coup, la préfecture s'est retirée aux grandes dames de tout le monde puisque les automobilistes aujourd'hui, c'est catastrophique pour eux. Ils doivent passer par la porte. Mais bon, c'était. Et pourtant, j'étais pas vraiment content de ce travail parce que il servait trop un petit peu l'institution. Et j'ai pu activer un service parallèle qui s'appelle, j'ai oublié son nom maintenant, mais quand on est instrumentalisé par une institution, on se donne le droit par l'activation de ce service de faire quelque chose d'autre qui va finalement lui faire du tort. Et c'est ce que j'avais fait à ce moment-là, parce que c'est vrai que j'avais trouvé qu'ils étaient trop contents en réalité de... Ça avait été cette piétonnier, enfin cette annulation des berges aussi un peu un coup de pub. Ça m'avait un peu dérangé. On voit aussi comment les services peuvent être instrumentalisés et peuvent. Ça, c'est un service horrible aussi. C'est surévalué. On donne plus que la valeur. Enfin, vous achetez une baguette qui vaut 1,20 € et vous donnez 2,40 €. Voilà. Donc, un article avait été écrit sur une de mes activations de ce service. Alors, ça, c'est un atelier HS un petit peu effrayant qu'on a fait au Canada. C'était un Hells Angel. Et j'avais tellement marre du côté spectaculaire des activations de l'atelier HS. Ne vous inquiétez pas, hein, il ne lui est rien arrivé. Ce sont des étudiants de l'UQAM avec lesquels j'ai travaillé. Ils voulaient prendre une photo tous les deux. Parce qu'en fait, on a travaillé avec le bonhomme de droite, qui était un gars, un ancien dealer complètement effrayant de Montréal, qui était devenu videur de discothèque. Et alors, pourquoi on l'avait fait intervenir? C'est parce que je ne pouvais plus voir ces histoires d'activation d'ateliers HS avec toutes les destructions, qu'il faut des trop jolies images, etc. Je m'étais dit, on va supprimer la phase de destruction. Donc, on a fait à Montréal une activation de l'atelier HS qui demandait aux gens de venir avec un sac avec l'objet à faire détruire, avec des consignes à l'intérieur du sac, donc très bien écrit, je veux que cet objet soit détruit de telle et telle façon, etc. Et c'est lui qui réceptionnait les sacs. Voilà. Il était devant une porte un peu glauque. On passait derrière l'UQAM dans une espèce de ruelle, etc. On le trouvait devant une porte.
Et on disait bonjour, je viens pour atelier HS, machin. Et il prenait le sac et c'était, voilà. Elle était pas mal, celle-là aussi, d'activation. Et là, je vous parlais tout à l'heure d'acheter cassé, où j'ai eu un groupe de travail de 15 à 20 personnes qui ont été donc dans des magasins de Montréal acheter et casser comment dire, des produits de consommation. Et ça a été une expérience assez violente pour eux parce qu'il y a eu des pleurs, il y a eu des énervements, il y a eu, comme toujours, donc tout ça crée quand même pas mal d'irritation, il faut le rappeler. Et ce qu'il y a eu d'horrible, au final, c'est quelqu'un qui est, donc vous la voyez, elle est en bas au milieu, qui a été scandalisée par l'activation du service pour la raison suivante. Elle a été voir, son idée, c'était d'aller voir un fleuriste artiste, je dirais, enfin, quelqu'un qui vraiment design des fleurs, avec un gros budget. Elle avait quand même, je crois, 100 dollars, 80 ou 100 dollars canadiens. Et elle vient voir le fleuriste, elle lui demande donc de produire un très beau bouquet. Donc lui, il va produire son très beau bouquet. Et sans explication, devant lui, donc quand c'est fini et qu'elle l'a payé, elle détruit le bouquet. Et le fleuriste s'effondre en larmes devant elle. Il s'effondre en larmes, il ne comprend absolument pas. Moi, je leur ai dit de ne jamais dire de quoi il était question, de jamais parler d'art, de jamais. On est dans un acte de destruction pure, dans un magasin, sans aucune explication. Pour moi, c'est très important, parce que je trouve que sinon, l'action faiblit. Alors, ils vont se dire, ah oui, alors c'est de l'art, donc ok, c'est une performance. Et face à ce fleuriste démuni, malheureux, elle a demandé une réunion de tous les participants à ce travail pour parler de cet événement. Et donc, on a débriefé avec tous les gens qui avaient fait aussi d'autres travaux de ce type, quelles expériences eux avaient menées, quelle était la sienne, et finalement, jusqu'à quel point faut-il pousser ce genre de travaux. Vous avez vu le lieu d'exposition aussi, où, par exemple, des artistes ont eu des œuvres abîmées, enfin, notamment quelqu'un qui avait fait des fresques sur le mur, qui avait été abîmé par l'encre au moment où cette jeune femme faisait sa performance qui soi-disant prétendument foirait. Et là, on est un peu dans le même cas de figure, c'est-à-dire on est quand même dans un truc de violence assez fort, où on se pose la question de l'éthique. Et on se dit, faut-il avoir une éthique? Faut-il retourner voir le fleuriste et lui expliquer après coup de quoi il était vraiment question? Quelle est notre part de responsabilité? Quelle est ma part de responsabilité à moi, qui quand même lance au départ souvent tous ces projets, même si c'est collaboratif par la suite, et ils créent leur propre œuvre, mais je suis quand même un peu l'initiateur de tous ces délires. Et on a eu une après-midi de débat où il y avait du pour, il y avait du contre. Et je crois qu'au final, elle m'a écrit pour me dire qu'elle s'était adressée à lui par courrier et lui avait écrit à son échoppe une lettre, un petit peu pour s'excuser. En tout cas, alors justement, j'en viens à la question de qu'est-ce qui se passe après toutes ces folies. Alors, on a eu à Nice un événement aussi où j'ai parasité Ils ont un événement qui s'appelle le Tour des galeries et des musées. Il y a un car qui prend les gens dans une première galerie et ensuite ce car va montrer sur toute une partie de Nice, mais aussi Cannes, des lieux d'exposition, des musées, etc. Et j'ai demandé aux gens qui organisaient cet événement de le parasiter sans que ce soit dit. Et donc, on trouve les gens dans la galerie et on attend le car. Et le car ne vient pas. Et j'ai imaginé un autre programme. Donc, quelqu'un de bizarre arrive dans la galerie. On ne sait pas si c'est un peu un clochard. C'est quelqu'un qui commence à sortir une valise et qui commence à leur montrer des trucs très étranges, à des battes d'art, etc. Et ce gars les emmène à l'extérieur et on va sur une terrasse de café et on commande en fait des pichets de vin rosé et on parle d'art. Et tandis qu'on est sur la terrasse, un collectionneur passe, très bizarre lui aussi,
Et il commence à parler, il dit, mais vous parlez d'art, mais vous parlez de quoi? Vous parlez de telle œuvre et tout. Et ce collectionneur nous emmène chez lui, etc., etc. Donc je déforme complètement, je crée un autre événement à l'insu des gens qui croyaient prendre un car et aller au musée d'art moderne de Nice et au machin, au machin. Et on finit chez un collectionneur, c'est très étrange, dans sa cuisine, à 15 ou 20, et ils sont très contents. Mais problème, l'organisatrice se sent très, très gênée, justement, d'un point de vue éthique, vis-à-vis, parce que là, on parle aussi d'argent, c'est-à-dire ces gens-là payent ces prestations. Alors, elle me dit, mais on leur a rien dit, mais c'est pas possible. Et elle craque après coup. Et très souvent, c'est le cas. Très souvent, au moment, ça tient. Et par la suite, les gens ont des remords. C'est peut-être un peu comme un crime ou quelque chose comme ça. N'arrivent plus à dormir et se disent, il faut faire quelque chose absolument. Il faut leur écrire. Et là, elle m'envoie un courrier en me disant, mais voilà, mais non, mais moi, je vais leur écrire. Je peux pas. Je dors plus, je dois leur dire toute la vérité. Alors, on ne sait pas trop ce qu'est la vérité. Moi, je ne sais pas trop ce qu'est la vérité. Et en plus, ils étaient très contents. Donc, bon, alors ensuite, elle a le droit, évidemment, je ne vais pas lui interdire de leur écrire ce courrier. Je trouve ça un peu triste, par contre, de craquer en cours de route, puisque souvent, les résultats auxquels on arrive sont plus extraordinaires que ce qui aurait pu être fait dans la norme. Mais je vous montre cette lettre parce que ça m'est arrivé énormément de fois. Et justement, j'en viens à un événement assez horrible. Donc là, on est au Palais de Tokyo, où on est à un vernissage de plusieurs milliers de personnes et où prétendument le Palais de Tokyo, parmi d'autres œuvres exposées, veut activer mon slow-mo. Alors moi, déjà, j'en ai marre des serveurs parce que je l'ai fait déjà au moins 5 ou 6 fois et je leur dis que j'aimerais leur proposer autre chose. Et j'avais une autre idée qui était assez monstrueuse, c'était qu'ils ont des traiteurs et les traiteurs travaillent en banlieue. Et j'avais dit, il faudrait qu'il y ait une espèce de cortège qui apporte tout ce qui a été préparé pour le vernissage à pied ou je ne sais pas comment, de façon très lente, puisqu'on parle d'un slow-mo, vers le vernissage. Il serait arrivé à 2 heures ou 3 heures ou 4 heures du matin. Ils m'ont refusé plein de propositions. Ils sont revenus sur comment dire, les serveurs. Et je leur ai fait faire là aussi une formation. Je les ai vus en amont. J'en avais 6 pour 3 buffets. Oui, c'est ça. Ils étaient 2 par buffet. Donc j'avais 3 buffets très importants, les plus en vue quasiment de quand on entre, les plus importants. Et donc on travaille, hein, on voit comment ils peuvent servir sans que ce soit détectable, sans que ça fasse ridicule, etc. Ok, donc tout se passe bien, je les revois encore une fois, on rediscute tout se passe bien, je revois la direction, tout va bien. Et je viens donc au moment de l'activation. Et je trouve qu'ils servent très vite. Je trouve que ça va très vite, tout se passe très bien. En fait, ils ralentissent très peu. Et donc, je viens voir un des serveurs, je crois que c'est lui, et je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, on ne peut pas quasiment avoir de verre, puisque tout va très lentement normalement. Alors, ils me disent, non, 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 mais en fait, ils nous demandent de servir normalement et de temps en temps de faire un ralentissement sur 5 ou 6 minutes pour une ou deux personnes, etc. Donc là, c'est pareil, il y a eu un craquage en cours de route. Ils se sont dit, il y a trop de gens, on est sur des milliers de personnes, et s'ils bloquent ce vernissage, il va y avoir, les gens vont se masser, ça va devenir une catastrophe, et donc la direction est venue sur place leur dire, servez normalement, et de temps en temps, vous ferez un slow-mo. Voilà, et là, j'ai eu de la chance, j'avais Simon aussi sous la main, Simon Terrois à ce moment-là, qui a pu hacker un des bars et renvoyer les serveurs et faire un méga slow-mo dans un endroit capital parce qu'il a fait croire aux vrais serveurs qu'il les remplaçait pour un moment parce que la direction les demandait, justement parce qu'il y avait un problème, etc. Vous pouvez voir ce film. Alors, il y a eu un petit, dans un Trax, j'ai eu un tout petit portrait et on voit la vidéo où on voit Simon, vous regarderez Trax, on le voit, le film, et c'est très marrant.
J'ai travaillé beaucoup sur le mensonge aussi. Et ici, il s'agissait, c'était assez violent aussi, de faire croire. Je travaille avec une galeriste qui s'appelle Michel Dizier, et donc Guilain Monoviéville, l'agent dont je vous parlais. Et l'idée, c'était de faire croire au moment de la FIAC que Michel Didier avait vendu sa galerie. Donc, pour tout le public qui venait, les artistes qui faisaient partie de la galerie, etc., on était dans une galerie finalement déjà vendue. Donc, ça a créé une drôle d'ambiance. En réalité, ça a été très dur pour elle, parce que déjà, les artistes de la galerie se sont retournés contre elle, en direct, et on l'ont accusé de ne pas lui avoir dit que la galerie était vendue, alors que la FIAC était en cours, etc. On avait dit que ça avait été vendu à Guillaume Olivierville, qui était aussi sur le stand. C'était d'ailleurs très étrange parce qu'il n'a jamais eu de galerie et il ne travaille pas avec des objets d'art, etc. Personne n'a posé de questions. Je n'entre pas dans les détails, mais en tout cas, le mensonge a été aussi on va dire, une des idées sur lesquelles, à partir de laquelle j'ai beaucoup travaillé. J'étais resté franco-français et on a travaillé ensuite un petit peu aux États-Unis. Je passe vite. Donc, il a fallu faire une traduction complète du travail. Mais avec les Américains, c'est difficile parce que justement, tout ce qui est... bon, il y a le fait que je ne sois pas connu là-bas, évidemment, mais il y a aussi le fait que toutes les choses sur l'éthique les dérangent énormément. Et quand on essaie d'enfreindre des lois, de faire des... Ça, c'est compliqué avec eux. Ils ont un côté très droit, très, très anglo-saxon. Je voulais juste finir là-dessus, puis je vais passer à la soustraction. Il faut que je fasse très vite, en fait. Pour vous dire que ça, c'est récent, c'est du chant. En fait, on remplit l'égouttoir. Il faut tout boire. Je parlais de l'alcool, mais il faut remplir chaque... Vous connaissez le hérisson, quoi. Il faut tout remplir. C'est 190 bouteilles. On a essayé de le faire au jour de l'an. Il en a manqué, je crois, 6 ou 7. Donc, échec. Échec et mat. Les contrats, très importants. Les clauses aussi. Quand je travaille avec une institution, il faut que je leur demande de ne pas divulguer l'action qui va être produite. C'est très important. Tout ça, ce sont les à côté. Vous, en tant qu'artiste, vous serez confronté aussi à toutes ces dérives où ils vont faire de votre travail quelque chose qui n'est pas du tout ce que vous attendez de lui. C'est-à-dire, ils vont réussir à dire mais non, on annonce qu'il y a un slow-mo. Mais non, parce que si on l'annonce, il n'y a plus de slow-mo. Donc, alors, comme ils sont très durs et que ce sont des institutions, il faut leur faire signer finalement des choses pour être sûr qu'ils respectent le travail. Sur les visuels, sur la présentation, les engager à... Bon, bref. Alors, je vous parlais de la soustraction. Et il se fait que la soustraction m'obsède. Et j'ai un travail qui s'appelle Glitch, beaucoup plus de moins. Et étrangement, ces 5 ou 6 dernières années, c'est vraiment ce vers quoi j'ai été, la soustraction. J'ai essayé de renforcer cet aspect de ma pratique. Et j'ai découvert, il y a peut-être 4 ans, Günther Anders. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un sociologue allemand extrêmement intéressant. Je ne sais pas si on a le temps de lire, mais juste pour vous dire que, alors en 2000, déjà 2003, j'avais créé donc ce glitch. Et glitch beaucoup plus de moins, c'était, je me posais la question, peut-on créer des choses soustractives? Est-ce possible? Je ne savais pas moi-même, hein. Je me suis posé la question. Bon. J'ai essayé. J'ai fait un dépôt de marque. Et à partir du dépôt de marque, j'ai eu toute une production avec là aussi des lignes de conduite, des façons de faire. Là, ça commence en 2002. Là, c'est un retour en arrière, hein, avec des niveaux de moins, des niveaux soustractifs. C'est-à-dire, par exemple, faire un trou dans une table, c'est un niveau de soustraction moindre. Mais par exemple, ôter un mur de cette pièce, c'est un niveau de soustraction plus important. J'ai documenté aussi à ce moment-là des choses absentes, retirées, manquantes, détruites.
Donc beaucoup de travail d'observation aussi, de voir comment dans une ville, ces choses ne nous intéressaient pas. Passait souvent à côté. Donc j'ai fait des photos juste comme presque mémoire des choses qui manquent. J'ai travaillé sur le rebut, sur le déchet. Et je me suis posé la question de savoir est-ce que par exemple quelque chose qui n'est pas intéressant, qui est moche, peut devenir un papier peint. C'est une forme aussi de soustraction, c'est-à-dire le papier peint doit apporter. Mais qu'en serait-il d'un papier peint qui retire, c'est d'un vis-à-vis moche? Tout ce genre de produit, beaucoup a été réalisé. Ça semble fou, mais il y a eu du papier peint, il y a eu de la bière à l'eau. J'ai fait de la bière à l'eau. Donc on est dans le contraire de la 8-7, c'est-à-dire que là, c'est des bières vraiment très très dosées à l'eau. Et pour se saouler, il faut en boire 60 ou 80. Et on les avait présentés en divers lieux. J'avais travaillé avec mon éditeur était breton, donc j'avais eu accès à des boîtes qui produisaient la bière. Et on a fait des mises en bouteille, on va dire professionnelles, de bière à l'eau, dans les normes, etc. J'ai créé aussi du textile avec une manche minuscule par exemple, une manche XS pour un. Mais c'est une partie que j'ai abandonnée en réalité, c'est-à-dire toute cette partie de ma production a un petit peu périclité. Alors ça, c'est le cheval de Troie dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est son protocole, donc cette œuvre qui vient dans une exposition collective et qui détruit tout. Il y a eu plein d'autres idées. Je voulais passer en vitesse parce que j'ai plus beaucoup de temps. Le chèque qui retire de l'argent. Et j'en viens à ça parce que c'est important et j'avais très peu de références. Donc j'avançais dans mes productions, 2002-2003. Finalement, je revenais un peu toujours sur les mêmes artistes, donc Gustave Meisger, je ne sais pas si vous le connaissez, Lilo Zano, une artiste américaine. J'avais, on va dire, 3 ou 4 références. Et c'était, quand je faisais mes présentations, c'était assez faible parce que je parlais de soustraction, mais il n'y avait pas vraiment d'assises. Alors, j'ai créé une structure en 2015 qui s'est appelée Practices in Remove. C'est là où la version, disons, le départ vers les États-Unis a été assez important et on a développé des workshops, des choses théoriques sur la soustraction en divers lieux. Je vais pas si vite. Vous trouverez tout ça sur Internet. On a un site. J'avais une équipe qui n'est pas au complet. On est beaucoup plus que ça. Très international, c'est ça qui était intéressant. Donc j'avais plusieurs visions sur la soustraction, d'un anglais, d'une japonaise, d'une italienne. C'est pas mal parce qu'on n'a pas, au travers du monde, les mêmes visions de ce qu'est soustraire, retirer. On a fait des workshops, mais comme je vous le disais, qui était assez étrange parce que la réception de ces workshops n'était pas forcément, c'était pas forcément réussi. Donc là, on est sur une île, Roosevelt Island, en face de Manhattan, et on part de rien. On est avec des étudiants de Columbia et on part vraiment de rien. Il faut produire vraiment à partir de rien, ce qui est très difficile pour eux parce que ce sont des gamins qui travaillent avec des budgets, on essaie de les projeter dans un monde qu'on dit apocalyptique. C'est un workshop qu'on a mené avec Cédric aussi, je crois plus ou moins la même année. Et on fait aussi des visites guidées où on part de. Alors là, on est à Paris, on est au Musée d'Art moderne de Paris. C'est un contrat qu'on a avec eux depuis 2016. Ça fait déjà 7 ans quasiment. Et au Musée d'Art moderne de la ville de Paris, on part d'expositions d'œuvres. Mais face à ces œuvres, on ne parle absolument pas du travail des artistes ni des artistes. On parle, on met en, comment dire, on débat de problèmes de société, d'environnement. C'est là où la part théorique va devenir beaucoup plus importante, sachant que tout cet art, peut-être en l'état actuel où tout va mal, semble un petit peu anecdotique aussi, peut-être.
Est-ce qu'on a toujours autant besoin d'art aujourd'hui alors que, bon, on est parti d'une très belle pièce d'Armand. Alors, on voyait tout ça complètement détruit. Et donc, on a fait un travail sur la photographie aussi autour de Yann Dibet. On a fait de la formation. Donc ça, c'est une partie aussi beaucoup plus professionnelle. On a vendu des formations pour l'entreprise. On a travaillé avec HEC, par exemple, sur 2 ou 3 ans. Donc, on a formé des gens sur la question de la soustraction, sachant que dans l'entreprise actuellement, c'est pareil, un truc un petit peu bizarre. Là, c'est en train d'arriver, mais au moment où on le faisait, on débattait. Immersion soustractive, car remove, corrosion, soirée de moins en moins. Voilà, tout ça sont des formats qu'on a créés avec Remove. Ça, c'était à HEC. Ah, c'est pas Remove, là, hein, les côtelettes. Et puis, on a travaillé aussi sur le genre, les genres, toutes les cultures un peu qui sont restées longtemps peu visibles, problématiques, films d'horreur, musique extrême. Et ça, c'était à HEC. On rencontrait à l'heure de midi des étudiants qui sont formés sur des trucs, école de commerce, très carrés, très durs. Et on les faisait partir dans l'histoire du black metal, dans des films gore, pour les déranger, en fait, dans leur... et toujours avec, pour articulation, la soustraction. C'est ça qui était assez difficile aussi. Il a fallu engranger plein d'œuvres musicales, filmiques, cinématographiques autour de la thématique de la soustraction. Je passe, hein, je vais vite. On a fait des visites aussi de lieux. Et on a fait un workshop sur les berges de Seine de Paris en partant du radeau de la Méduse pour l'école d'art de Brest, de Quimper, école d'art supérieure de Bretagne, site de Quimper. Et on est reparti comme thématique du radeau de la Méduse, disant qu'on avait l'impression que ce monde était en train de s'effondrer. Donc on a fait un premier rendez-vous au Louvre. Et ensuite, on est parti travailler dans Paris, un petit peu comme on avait fait à New York, vraiment avec absolument rien, sans moyens, Et là, par contre, on a eu des très beaux résultats, notamment sur les quais de Seine, au-dessus des quais se trouvait euh, une partie de Jussieu, qui est une université dont une partie a été abandonnée. Et un des étudiants avait pénétré, avait réussi à trouver des entrées dans un amphithéâtre abandonné. Et on a fait une soirée là-bas où ils nous ont fait des présentations. C'était assez extraordinaire, donc complètement à l'insu de la fac et dans une zone complètement bizarre dans Paris. On était vraiment dans le protocole qu'on avait créé. Ce qu'on n'a pas réussi vraiment à faire à Manhattan, parce que je pense que c'était peut-être pour les gens de Columbia plus difficile pour eux. Pour les soirées de moins en moins, il y en a de moins en moins. Ce sont des visuels ensuite. Une école au musée d'art moderne sur la soustraction. Donc on fait des tours dans les expositions et ensuite on travaille. Notre symbole est la tortue. Elle est réunionnaise en plus, cette tortue. Alors, et j'en viens à la thèse. Donc, en 2000, on va dire 15, poussé aussi par Cédric d'ailleurs, qui avait été doctorant avant moi. Je vais finir là-dessus, hein. Je vais essayer de faire vite parce que vous devez être fatigué. Je me suis dit qu'il fallait que je travaille vraiment ces histoires de soustraction, de logique soustractive en art. Et bah, le meilleur moyen de le faire, c'était de faire une thèse. Mais c'est un travail horrible. Et ce qui était horrible en plus, c'est qu'il fallait faire cette thèse en parallèle de tout le travail que je vous ai montré, c'est-à-dire les interventions en école, le travail dans les institutions, le machin, le truc et tout. Donc c'était... Et ben, je m'y suis mis, voilà, j'y ai travaillé environ 4 ans et demi, sans financement malheureusement. Je n'ai pas réussi à trouver de financement. On m'avait branché sur quelque chose qui s'appelle le CIFRE, qui est une aide financière privée. C'est moitié privé, moitié public.
Mais justement, j'ai été démarché, là encore, des fondations privées avec mon projet soustractif. Je dirais que ça n'a intéressé absolument personne. Enfin, j'ai trouvé que les gens me disaient, bon, oui, la soustraction, mais alors quoi? Et pourtant, je connectais ça avec des auteurs, on va dire, d'écologie politique, plein de choses. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a une appréhension peut-être de ces univers qui font un petit peu peur? Parce qu'on se dit quel sera le monde de demain, on ne sait pas trop. Mais en réalité, je me suis retrouvé très seul avec mon sujet, très très seul. Et ça m'a beaucoup étonné parce que j'étais quasiment certain de... Alors, on ne va pas lire le résumé, mais je vous raconte en gros de quoi il s'agit. J'ai eu l'impression que l'acte de création va vraiment contre la soustraction. Quand on crée, on ajoute a priori. C'est une déduction. Si on pose quelque chose dans le décor, on manifeste, même par le langage, on émet une phrase, mais c'est toujours une forme de, quelque part, d'addition. Pourtant, beaucoup d'œuvres soustractives existent. Et j'ai voulu être le témoin de cette contradiction au travers de ma thèse, en montrant comment, bien que on suppose a priori que l'acte créateur est toujours une forme d'addition, il existe des centaines et des milliers d'œuvres d'art soustractives, dont on parle très peu d'ailleurs. Il y a pour l'instant très peu de recensement de ces œuvres. Et pour cette raison, j'ai créé un cœur à la thèse qui est un inventaire dans lequel j'ai recensé un très grand nombre d'œuvres d'art soustractives que j'ai croisées. J'ai mis une date, j'ai commencé au XXe siècle, parce que je n'ai pas voulu aller avant, parce que je me suis dit, je vais... Non, j'ai commencé quand même à la fin du XIXe, et j'ai été jusqu'à aujourd'hui. Et à chaque fois, ce sont des coupes, donc il y a plusieurs centaines de pages, donc un recensement d'œuvres d'art soustractives. Vous pouvez trouver ma thèse en ligne, hein. Maintenant, je l'ai faite à Rennes 2, elle est gratuite, vous faites le lien, l'art et l'essai logique soustractive, vous la trouvez, donc vous trouverez l'inventaire. Ensuite, j'ai essayé de connecter cet inventaire avec nos problèmes de société. C'est-à-dire, j'avais le sentiment que si on reste dans l'art, bon ben, ce sera de l'art soustractif, mais finalement, ça ne sera pas grand-chose. C'est une question? Oui? Pardon? Oui, oui. Alors, par exemple, il y a des enfouissements. Il y a beaucoup d'artistes qui enfouissent leurs œuvres. Donc, l'œuvre disparaît. Elle est soustraite au regard et voire parfois, elle est soustraite même à la connaissance. On ne sait pas que l'œuvre est cachée quelque part. L'artiste a même ôté le fait qu'on puisse savoir que... Donc, il faut aller creuser. Hmm. Par exemple, alors, comme j'avais justement des centaines de cas de figure possibles, j'ai réduit, j'ai concentré en fait mes recherches en créant des catégories. J'ai été obligé. Alors, mon jury, il y avait quelqu'un de mon jury qui a trouvé mes catégories ridicules, qui m'a vachement attaqué sur les catégories que j'avais créées. J'ai trouvé ça très dur parce que, en tant qu'artiste, je ne savais pas trop quelle catégorie créer. J'ai pris celle qui me semblait le plus sensée. Donc, il y a les œuvres qui disparaissent, il y a les œuvres détruites par les artistes, il y a les œuvres qui sont enfouies, il y a les œuvres, enfin bon, etc., etc. Et donc, j'arrive à, je crois, 18, enfin, vous verrez dans la thèse, juste en... Les... Alors, si j'entends bien, je pose quelque chose dès le début de la thèse, c'est de dire que, par exemple, le sculpteur qui taille la pierre, a priori soustrait, mais il ne soustrait pas à mon sens, parce que son but est de laisser quelque chose. Moi, ce que j'appelle art soustractif, c'est quand l'artiste a pour but de ne rien laisser, voire de retirer, d'enlever même comme un trou noir ou comme de l'antimatière. Mais par exemple, Michel-Ange n'est pas un soustracteur.
Michel-Ange part d'un bloc de marbre, mais ce n'est pas de la soustraction, c'est juste que son mode opératoire de sculpteur fait qu'il retire pour arriver à un résultat. À mon sens, les artistes dont je parle sont des artistes dont le but est la soustraction. C'est très spécifique, c'est très particulier. En fait, il y en a beaucoup. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que ça arrive que quelques fois dans une carrière d'artiste. Les artistes soustracteurs toute leur vie sont très, très, très rares. On va dire qu'il y a peut-être Opalka, mais Opalka encore quand même vise le résultat de restes sur une toile qui sont quand même jolis, etc. Donc, il est un peu Michel-Ange dans sa soustraction, même si c'est quand même relativement soustractif. Mais il y a très peu d'artistes qui soustraient toute leur vie. J'ai parlé tout à l'heure de Lilozano. Alors, Lilozano fait partie de la catégorie des artistes qui disparaissent. Lilozano a disparu. Voilà. Donc elle, pour le coup, elle est soustractive, c'est-à-dire elle a disparu. Elle est sortie du monde de l'art, elle a disparu. Et c'est même ses ayants droit et sa famille qui ont retrouvé des dessins à elle, qu'ils ont remis dans le marché. C'est affreux après, hein, ce qui se passe. Parce qu'elle est réapparue, mais contre son gré. Mais voilà. Alors donc, je connecte ces artistes soustracteurs avec des problèmes de société. J'en, comment dire, j'en vois plusieurs. Par exemple, une chose qui m'intéresse beaucoup, c'est la simplicité volontaire. La simplicité volontaire, c'est un mouvement qui est, on va dire, un petit peu annexe à la décroissance. Y a-t-il des artistes qui volontairement sont des, enfin comment dire, sont dans la simplicité volontaire? Par exemple, je me suis intéressé à la collapsologie, donc la fin du monde, toutes ces théories de comment est-ce que cette histoire de collapsologie se connecte avec certaines productions artistiques d'aujourd'hui, etc. Je suis obligé de la faire courte, hein. Vous irez voir la thèse, ce sera plus facile. Donc, je suis parti aussi d'analyses très poussées de certaines œuvres. Et je me suis intéressé à l'après-Deuxième Guerre mondiale, où on avait une flopée d'artistes comme Yoko Ono, Gustav Metzger, l'actionnisme viennois, qui étaient tous des gens qui avaient subi en fait des traumatismes de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. Par exemple, Yoko Ono raconte qu'elle s'enfuit en courant dans la nuit et que la maison familiale est bombardée derrière elle, etc. Et un des premiers travaux qu'elle fait, dont j'ai parlé dans la thèse, est half a room. Elle coupe en fait une chambre, toutes les choses d'une chambre, elle fait disparaître une partie de toutes les choses qu'on trouve dans une pièce. Donc on a plus qu'une moitié de chaise, plus qu'une moitié de lit, plus qu'une moitié de... J'ai trouvé ça intéressant, ce lien entre un traumatisme qui pouvait venir de la destruction et de la guerre. Et alors, d'où vient la soustraction? C'est ça la question, en fait. Est-ce qu'il faut forcément un traumatisme pour qu'il y ait soustraction ou pas? Bon. Alors, vous me dites si je vais trop vite, hein, vous me posez des questions après. Il fallait que je vulgarise aussi le travail de thèse, parce que j'avais un engagement par rapport à ça, on va dire contractuel. Et régulièrement, j'ai publié des... Vous les trouverez aussi gratuitement en ligne sur le site, ce que j'ai appelé des chroniques de la soustraction. Et les chroniques de la soustraction, c'était précisément donc des courtes chroniques, à la place d'avoir la thèse qui fait des centaines de pages, recensant des phénomènes en lien avec la soustraction, issus de la société et issus de l'art. Toujours dans cette espèce de croisement qui m'intéresse énormément. Et je vais finir là-dessus. Et Cédric, là-dessus, dans un mail qu'il m'envoie, me dit, c'est marrant parce que j'ai un étudiant qui m'a présenté en DNCEP blanc, DNAP ou DNCEP blanc, un travail qui consistait dans le fait de presque, on va dire, détruire ses œuvres pour revenir à ce que c'était au départ, à savoir un peu de peinture, finalement reconstruire un espace qui ne soit plus vraiment un espace d'art, mais qui soit presque un espace de survie. Et ce truc-là m'a fasciné. Je me suis dit, mais oui, c'est vraiment, c'est presque un symbole peut-être de ce qu'il faut faire, ou en tout cas,
Et là, c'est la conclusion que j'aimerais presque exprimer maintenant que je suis face à vous, c'est-à-dire, vous faites de l'art aujourd'hui, mais on a plein de problèmes de société en ce moment. Donc, quel type d'art? Comment créer des œuvres qui soient réellement pertinentes? Faut-il encore remplir des foires? Faut-il encore remplir des expositions? Qu'est-ce que faire une œuvre dans un moment où bah, peut-être on va rencontrer des problèmes assez importants dans les 10 années qui viennent? On le voit avec l'énergie. Moi, je viens d'une génération où on parlait beaucoup d'œuvres interactives, technologiques, etc. Mais par exemple, à Paris, on a des augmentations d'énergie. On nous dit que quand on payait 140 euros il y a un an, on va en payer 350 l'année prochaine. Bon, qu'est-ce que cet art technologique vis-à-vis de ces augmentations? Parce que je vous dire, c'est préparez-vous peut-être à cette situation. Et c'est très intéressant d'être confronté à des enjeux aussi importants. Parce que nous, on était dans une bulle des années 90 où on ne parlait que d'art, à la limite relationnelle, collaborative, comme j'ai pu vous le dire, mais bon, c'est assez gentil par rapport au manque d'eau, enfin plein de choses là qui sont en train de se profiler. Alors, quel peut être le rôle de l'artiste? Mais après, il ne faut pas que ça devienne non plus un truc de aider le monde. C'est pas dans ce sens-là, c'est le sens d'une redéfinition du rôle de l'artiste face à des problèmes réellement importants auxquels on n'a jamais été confronté. Je dis dans l'introduction de la thèse que quelqu'un comme Ivan Illich a écrit, c'est un théoricien d'origine autrichienne, il a écrit des textes dans les années 60 contre la voiture, contre le pétrole, contre l'école, contre la médecine à grande échelle, les hôpitaux, etc. Simplement, la voiture, il dit, mais finalement, si les gens ne savent plus faire de vélo et ne savent plus utiliser l'énergie de leur propre corps, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer au moment où, par exemple, le pétrole deviendra un problème, ou l'électricité, ou les voitures coûteront trop cher, ou toute une partie de la planète ne pourra pas s'acheter des voitures? Donc, ce sont des théories qui ont 50, 60, 70 ans. Et il est très étonnant qu'elles n'aient pas du tout été transmises de génération en génération. On va ressortir ces textes comme si c'était un truc complètement... alors qu'en réalité, c'est des gens qui avaient vraiment réfléchi sur tous ces problèmes bien avant qu'ils n'arrivent. Et je crois qu'on était tous très au courant. Je ne sais pas si vous connaissez le rapport Meadows, du Club de Rome. Donc, c'est un rapport qui a été fait en 1900, je crois, 73. Il faudrait que je relise. Je crois que c'est 73, le rapport du Club de Rome, qui décrit en fait tous les problèmes qui s'annoncent maintenant, donc il y a plus de 40 ans. Donc, c'est assez étrange de se dire, ben, c'était là, mais en même temps, on s'en fichait. Donc, pourquoi est-ce qu'on s'en fichait? Qui s'en fichait? Voilà. Donc, je voulais finir sur ce mail de Cédric qui m'avait fait écrire une chronique là-dessus parce que j'avais trouvé ça formidable. Je me suis dit, mais ça y est, les étudiants des écoles commencent à se dire, mais pourquoi est-ce qu'on va encore remplir des lieux d'exposition alors que je n'ai pas laissé de temps pour les questions du coup. Oui, oui, sûrement. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Ouais, ouais, j'aurais pu. Surtout qu'on avait signé des documents. Mais là où ils m'ont eu, c'est que ils m'ont tellement chargé avec des problèmes avant que ça s'active. Pour être précis, ils avaient annoncé sur le site l'activation des serveurs ralentis quelques jours avant. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Ils n'ont pas respecté. Donc déjà, gommer toutes les traces, ils m'ont déjà donné tellement de travail avant que ça s'active
C'était horrible, en fait. Oui, oui. Alors, si j'avais été méchant, oui, oui, j'aurais pu. Oui, oui. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Oui, oui, exactement. C'est tout à fait ça. Là, pour le coup, c'était le cas. Oui, tout à fait. Mais moi, j'ai été faible. J'ai été faible parce que j'aurais dû annuler à l'instant même. Heureusement, Simon était là et m'a aidé. Hmm. Aussi, mais non, mais le problème, c'est que ces choses-là, c'est du direct. C'est là où ils nous ont, en fait. Et c'est du direct. D'un coup, on a les 2000 personnes, les serveurs sont en train de travailler. J'arrive, je vois les serveurs, je leur parle, j'entends rien, les gens sont en train d'arriver. C'est ça, c'est comme ça qu'ils nous ont. C'est-à-dire que même si tout a été très bien travaillé en amont, calibré, je croyais qu'on avait tout été clair, etc. Au moment, ils me court-circuitent parce que j'ai aucune force. C'est-à-dire, il y avait 10 bars, il y avait 40 serveurs, j'en avais 6. Ils m'ont enlevé de l'endroit d'entrée où j'avais vraiment un pouvoir. Et qu'est-ce que je dis? Ben, je suis monté, j'ai été voir la dame. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Elle me dit, mais si, si, on le fait, on le fait. Je dis, non, vous ne le faites pas. Tout à fait. Mais il y a eu souvent ces phénomènes d'inversion parce que quand je parle de collaboration, elles sont pas seulement heureuses, hein. Il y a des collaborations malheureuses, voire violentes. C'est-à-dire, il y a tous cette colère aussi qu'engendre le travail qui fait que des gens se retournent contre moi, mes collaborateurs m'attaquent, veulent me faire du mal. On est aussi parfois dans un climat d'hostilité. Parfois, c'est un climat de pur. Ils me mettent à l'épreuve. C'est pour ça que c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est jamais quelque chose de. Ils me mettent à l'épreuve. C'est sa décision à elle. C'est qu'elle a eu tellement de peine. Pour moi, moi, je suis toujours contre les excuses après. Parce que si l'acte est violent, il est violent. Il n'y a pas d'excuse. C'est si les gens dans l'exposition, les bassines qui tombent, on leur dit bah, on est désolé, on a ça va pas, c'est pas possible, c'est complètement contradictoire. Donc si on va au bout de l'idée, il y a pas d'explication, c'est pur et dur, c'est cash. Parfois ça tourne mal, parfois c'est dur, mais il faut l'accepter. La personne du quart de Nice me dit oui, mais alors ils ont traîné pendant des heures, finalement ils savaient pas ce qu'ils voyaient. On était chez un collectionneur. Moi, je les ai trouvés très contents, ça s'est très bien passé. C'était vraiment une après-midi géniale. On a fini à minuit, alors qu'il devait finir à 18 heures. Mais elle m'en voulait parce que elle s'est dit, c'est toujours cette question de la galerie aussi sur le mensonge de la vente de la galerie. C'est jusqu'à quel point on dit la vérité. Pour moi, la vérité n'existe pas. On peut inventer n'importe quelle vérité, mais il y a des gens qui ne supportent pas. Après, chacun a sa responsabilité. Elle, comme organisatrice d'événements sur Nice, je ne peux pas l'empêcher de. Elle a écrit sa lettre, elle a écrit son mail pour s'excuser, elle a tout raconté. Bon. Bah, il y a pas eu de. Comme personne n'était au courant de ce qui se tramait, on a vraiment pensé à des dégâts. Et comme on a vraiment pensé à des dégâts, il n'y a pas eu de. Les gens n'étaient pas fâchés contre moi. Ils étaient juste désolés en pensant que ça avait vraiment raté. Alors là, oui, ça. Je pense que. Oui, oui, pour moi, c'était assuré. Oui, c'était assuré. Oui, oui, tout était.
C'était une expo dans un lieu vraiment officiel. Oui, oui, tout était assuré. Oui, oui. Donc il y a eu des suites. Mais ce qui a été vraiment hostile, plus que la destruction d'une des œuvres, ça a été l'interruption du. Ouais, ouais, ouais. Ça s'est vraiment très mal passé. Parce que on avait ouvert depuis peut-être une demi-heure et tout s'est naturellement annulé. C'est qu'ensuite, ça a été fermé, l'encre était par terre, donc on ne pouvait pas marcher. Hmm. Enfin oui, c'était pour tous les gens qui venaient voir l'expo, qui n'ont pas pu la voir. Enfin, il y a eu le gros du truc, il était là. Oui, bien sûr. Oui, oui. À un moment, il faut annuler le vernissage, mais on ne peut pas s'excuser après, parce que ça serait complètement contradictoire. Oui, alors c'est un artiste anglais qui s'appelle Simon Starling, qui est un très bon artiste, enfin de mon point de vue. Simon et Starling, Starling, qui a, il est pour le fait main. C'est un artiste du fait main. Et en fait, beaucoup des œuvres qu'il diffuse sont presque un retour à la main de l'artiste. Et pour faire cette œuvre, donc, il a pris un vélo qui s'appelle Sausalito, c'est la marque Sausalito. Et il a pris une chaise IMS, E-A-M-E-S, IMS. Et son idée, c'est très beau de sculpteur, ça a été avec tous les matériaux du vélo, tout ce qu'il a pu, parce qu'il n'a pas pu le tissu, mais il a refait la chaise, et avec tous les matériaux de la chaise, il a refait le vélo. Donc quand on voit le vélo et la chaise, on a l'impression d'être devant un vélo et une chaise normaux, mais en réalité, il a interverti, c'est fou, les matériaux, c'est-à-dire il a refondu le métal, refait des moules. Donc le vélo est dans la chaise, mais lui, son truc, c'est qu'il est anti-ready-made. Il dit, il n'y a pas de ready-made, il faut. Il ne le dit pas aussi. Mais j'ai eu des échanges avec lui, c'est pour ça que je peux quand même en parler, parce que moi, j'ai parlé de mon parasitage. Et lui, au départ, ça l'avait choqué parce qu'il a dit, pour moi, il y a pas de ready-made. On ne fait pas quelque chose comme ça juste en posant. Toute sa pratique, c'est de recréer par la main, donc avec une certaine aura, ce genre d'idée. Son œuvre à lui. Oui, oui. Ah, c'est l'idée d'une œuvre, c'est alchimique. C'est alchimique, c'est de l'alchimie. En fait, c'est presque un protocole alchimique. C'est-à-dire, il va, pour lui, pour sentir cette chaise et ce vélo, il va falloir qu'il les refonde. Il est très habité. Hein. Maintenant, il habite, je crois, au Danemark. Il est dans la forêt. Il est très habité. Hein, je ne sais même plus s'il expose. Je crois même, je me demande s'il n'a pas disparu. Enfin, il expose les anciennes choses, mais je me demande même s'il est encore dans le monde de l'art, Simon Starling. Il est parti dans la forêt. Il est assez fou. C'est... Oui, oui, bien sûr. Il pourrait y en avoir à partir du moment où on activerait certains des protocoles qui sont dans le mode d'emploi, enfin dans le livre. Alors, ben, moi, je travaille beaucoup dans l'ombre parce que c'est vrai que je trouve que c'est plus, on y arrive mieux. À partir du moment où il y a de la communication dessus, souvent ça déforme les choses et ça les. J'ai pas parlé d'ailleurs d'un projet avec le CNAP qui est très problématique aussi parce qu'ils veulent faire de la publicité autour et donc souvent, alors il faut. Déjà, Cédric, je pense, peut donner mon adresse.
Je peux vous envoyer aussi le manuel en PDF si vous voulez voir les services précisément. Et puis peut-être que vous allez entendre parler à un moment d'une action et vous saurez que c'est ça ou pas. Ce ne sera pas ça. Oui, aussi. Mais voilà. Mais alors, c'est très actualisé, hein. Celui qui est PDF, il y a un PDF gratuit de 2022. Il fait 4 fois au moins l'euro. Si il est... Ouais, ouais. D'autres questions? Oui, oui, oui. Non, il y a le nom du projet. Et alors, sur la signature, c'est très simple, hein, c'est quand on voit le protocole, toutes les personnes, par exemple, qui ont participé à la création d'un protocole, leurs noms sont cités en bas. Ça veut dire qu'il y a écrit auteur, deux points, et on a le nom des gens qui ont. Quand vous verrez le PDF, il y a plein de noms d'auteurs différents. Oui. Sur le dernier livre, il y a peut-être en tout 50 personnes différentes. Voilà. Parfois, il y a des gens qui ne veulent pas être cités, qui me donnent un nom d'emprunt, c'est arrivé souvent. Aussi sur des activations, où les gens ne voulaient pas que leur nom apparaisse. Mais en général, ils sont cités. Quand ils le veulent, c'est cité. Voilà. Non, moi je suis l'auteur initiateur, mais après, il y a des auteurs derrière. Ce serait comme on pourrait dire en musique, quelqu'un qui serait musicien, qui crée sa maison de disques et qui ensuite fait travailler plein d'autres musiciens, on pourrait dire ça comme ça. Exact. Alors surtout sur l'activation des protocoles, c'est exactement ça. Ce sont des interprétations. Exactement. Mais après, souvent, les gens sont timides, hein, c'est-à-dire, quand on a fait ça, c'était chez eux, hein, donc c'était un petit peu compliqué, mais ils ne voulaient pas apparaître, les activateurs. Ils ne voulaient pas être pris en photo, ils voulaient pas. Ils le faisaient parce qu'ils voulaient le faire. Et sur la question des noms, mais ils ne voulaient pas apparaître en photo, ils ne voulaient pas que leur nom soit. Alors j'ai quand même gardé, par exemple, pour l'annulation d'espace, une liste de tous les gens avec qui j'avais travaillé pour ne pas les oublier. C'est horrible. Parce qu'après, j'ai oublié les noms. Moi aussi, 15 ans après, 20 ans après, j'ai oublié. Je me souviens de la tête de la personne. Mais... Oui, oui, bien sûr. C'est ça. Voilà, ça travaille ce genre de questions. Mais après, c'est biaisé dans le sens où ils essaient de me faire apparaître. Et c'est tout le travail derrière, c'est ce que je disais, de communication. J'ai une charte sur la communication où je dis que je veux que ce soit que les noms, Practice Environment, Glitch, que les noms des projets qui soient cités. J'ai dû créer une charte de communication à faire signer par les gens parce que sinon, ben, ils disent Jean-Baptiste Farkas. Et ça, déjà, ça blesse, par exemple, des gens qui. Bien sûr, le inversé. Oui, il y a une question au fond. Oui. Oui. Et c'est l'usage, en fait. C'est-à-dire que dans une pièce, on a un usage déterminé, une certaine quantité d'usage, et cette soustraction va être une soustraction d'usage. C'est-à-dire que tous les endroits qui seront condamnés, on ne pourra plus les utiliser. Et c'est une soustraction très forte en réalité. Imaginez une porte. Imaginons qu'on ne puisse plus passer par cette porte parce qu'elle est annulée pendant un mois.
Donc c'est une vraie soustraction. On a tout un pan de cet espace qui ne va plus exister. Pardon? Peu importe. Et en plus, j'ai une théorie, je ne peux pas développer aujourd'hui parce qu'il y a trop de choses, mais sur la thèse, j'ai développé une théorie qui est ce que j'appelle la supplémentation. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de soustraction en soi. Une soustraction s'accompagne toujours d'une supplémentation. Donc finalement, c'est ça que vous, quelque part, soulignez. On va, pardon, je parle, on va à la limite ajouter des choses parfois pour soustraire. Et parfois, en soustrayant, on va ajouter des choses. C'est des vases communicants, c'est un yin et un yang. Il n'y a pas une sphère dédiée à la soustraction, de pure soustraction, ça n'existe pas. C'est un trou noir, enfin, ça ne nous concerne pas. En fait, les deux sont liés et sont en constante interaction. On soustrait quelque chose pour faire apparaître autre chose. On fait apparaître quelque chose parfois pour masquer quelque chose, donc pour soustraire. C'est un jeu de... Le proverbe less is more essaie de caractériser ça. Donc, moins c'est mieux. Mais, comment dire, je trouve qu'après, il donne trop, il souligne trop le bon côté de la soustraction. Tandis que pour moi, il y a un côté de la soustraction qui est dans la perte, qui est dans l'attaque, qui est dans la corrosion, qui est dans... Alors, dire simplement less is more, ça ne veut pas dire grand-chose parce que c'est que la soustraction va encore nous apporter des trucs géniaux, etc. Non, en fait, on voit bien, par exemple, en écologie, on parle de dette. Et je pense que les gens du less is more devraient un peu réfléchir à la dette, par exemple. Ça montre bien qu'il y a quelque chose de la soustraction qui fait plus peur que simplement se faire du bien. Ça peut être ça aussi. Le scotch, on a vu des photos de scotch parce que c'était le plus simple en fait et le plus rapide, mais il y a des gens qui ont fait ça. Il y a quelqu'un qui a annulé un chantier, c'est-à-dire qui a monté une cloison et il y a toute une partie de son chantier qui était plus accessible pendant. Mais bon, le scotch était juste, par exemple, les berges de Seine, c'était des barrières. Ça a été à chaque fois différent en réalité. On trouve ce qu'on a, on travaille au plus simple. Hmm. Sur l'équilibre, c'est que pour moi, on soustrait pour monter son niveau. Il y a un truc un peu comme ça. C'est comme, tu sais, comment dire, le, la, c'est comme l'alambic un peu. C'est un peu ça la soustraction en fait. Ce que permet la soustraction, c'est d'arriver à un autre état, tu vois, de créer un autre état qui n'aurait pas pu être créé par autre chose que la soustraction. C'est comme je parlais d'alchimie avec Simon Starling, mais il y a quelque chose un peu de cet ordre-là aussi, c'est-à-dire les artistes soustracteurs, j'ai pu le remarquer, sont souvent des gens qui sont acculés, qui peuvent plus en fait faire autrement que détruire ou soustraire ou faire disparaître pour atteindre un autre état qui n'est pas forcément un lessisement, qui peut être juste un changement d'état, de conscience, de force, acquérir une force qu'il n'avait pas, se détacher de choses desquelles il n'arrivait pas à se détacher. Il y a une mystique peut-être de la soustraction. Oui, oui, oui. Bon, merci. Merci.